peux boire en vous écoutant, il n'y a pas de problème. Alors, bonjour Monsieur Onfray. Bonjour. Alors, j'ai pas de questions, je voulais juste vous dire bonjour. Je m'appelle Romain Leneveu. Donc, j'ai eu la chance de vous avoir comme professeur il y a 21 ans à Sainte-Ursule. Donc, si mes calculs sont bons, en 96. On vous entend pas, monsieur, je crois. En 96, j'ai eu la chance de vous avoir comme professeur à Sainte-Ursule. Donc, si mes calculs sont bons, en 96. Donc, je me disais une chose tout à l'heure, plus sérieusement. Excusez-moi, je suis un petit peu stressé, c'est bizarre. Et du coup, je me disais, bah tiens, c'est marrant, parce que je me dis, le type, ça fait 21 ans que je l'ai pas vu. Puis je dis, là, j'ai 42 ans. Et je me dis, 21 fois 2 égale 42. Donc, alors qu'en 21 ans, je vous ai, on va dire, entreaperçu la télévision, parce que je la regarde jamais. Et je me dis, bah tiens, bim, aujourd'hui, je vois le type. Et donc je me disais, bah c'est quoi? C'est une coïncidence, c'est le karma, c'est bizarre. Alors, justement, c'est sur tous ces petits événements, comme vous parlez des rencontres de la vie, comme des fois on attend des choses, elles arrivent jamais, c'est quand on les attend plus qu'elles arrivent. Voilà, qu'en pensez-vous? Alors, je vois de temps en temps des anciens élèves et ils me disent ce que j'étais, et j'ai parfois oublié ce que j'étais. Et moi, j'ai oublié qui ils étaient aussi, parce que des fois, ils ont pris du ventre, ils ont perdu des cheveux, etc. Bon, jeunes filles qui, parfois, avec la maternité, se sont considérablement modifiées, ou des jeunes filles... elles sont devenues plus belles. Est-ce que vous imaginez, je suis pas pédophile. Et donc, je me souviens d'un jour d'un élève qui arrive, un ancien élève, il avait un scooter, un casque, puis il ouvre le truc, il dit, vous me reconnaissez? Je dis, ben non, excusez-moi, mais j'étais prof en technique, j'avais 9 classes de 35 élèves, c'est beaucoup, et j'ai pu mémoriser, mais pas toujours, et puis parfois, je lui ai pas dit, vous savez, on change avec le temps. Et il conçoit qu'effectivement, avec le casque, un peu comme François Hollande jadis, mais on peut ne pas le reconnaître, et hop, il enlève le casque, et là, chauve. Là, je me dis, difficile de le reconnaître, et puis il me dit, si, je m'appelle, et puis il me donne son nom. Difficile aussi, là encore, parce que j'avais pas forcément percuté sur tout ça. Et puis il me dit, oh la philo, à l'époque, ça m'intéressait pas. Hein. Mais après, je me suis dit, mais c'est quand même vachement intéressant. Puis je me suis dit, après, il m'est revenu plein de trucs. Il me dit, un jour, vous nous avez fait un cours en nous disant que... vous avez fait un cours sur les seins des poules. Alors je me dis, ah bon, c'est moi ça? Et il me revient une histoire drôle. Et un jour, j'ai fait un cours sur le rire chez Bergson. Et j'ai expliqué le mécanisme du rire. Et plutôt que de commencer en classe technique avec un truc un peu hard à la Bergson, je dis, je vais vous raconter une histoire drôle, puis on va essayer de voir pourquoi elle est drôle. Et donc, plutôt que de dire c'est du mécanique plaqué sur du vivant, etc., je raconte l'histoire, et puis après, je démonte l'histoire selon le principe de Bergson pour essayer de faire comprendre. Et l'histoire était, pourquoi les poules n'ont-elles pas de mains? Non, pourquoi les coqs n'ont-ils pas de mains? Réponse, parce que les poules n'ont pas de seins. Bon. C'est une histoire. Et elle se voulait drôle. Et donc, des années après, je passe pour le type qui parlait des seins des poules. Et là, je me dis... D'autant que si on ne se souvient pas qu'il s'agit de gallinacées, on peut imaginer que les poules, c'est les filles. Et donc, le cours d'Onfray, c'était ça, quoi. Donc bon, évidemment, on se dit, tout n'a pas été retenu de ce qu'il aurait fallu retenir. Et je ne suis pas bien sûr que si je l'avais questionné, parce que c'est après que ça m'est revenu, les poules. Je me suis dit, j'ai quand même pas pu dire un truc comme ça. Après, je me suis dit, mais si, bon sang, Bergson, etc. Et je me suis dit, ça a produit ce genre d'effet, mais des années après, cette idée qu'il y avait dans le cours de philosophie quelque chose qu'on avait loupé. Parce que c'était pas l'âge. Mais que des années après, on se dit, mais il y a eu des choses intéressantes parce que on ne regardait pas le monde de la même manière. D'un seul coup, je disais des choses qui étaient provocantes. J'étais jeune prof. Il m'arrivait de parler de l'homosexualité en disant qu'elle était une sexualité comme d'autres, justement quand je faisais des cours sur le déterminisme, sur le libre arbitre, pour expliquer qu'on ne se choisissait pas, mais qu'on était, etc. Bon, j'expliquais ces choses-là. Et il y avait dans la classe des élèves qui trouvaient ça inadmissible, que je puisse le dire, et d'autres qui disaient, il est pédé, Onfray. Donc, un peu comme la dame qui m'a envoyé une lettre en disant, j'ai cru comprendre que vous aimiez les garçons, c'est dommage, vous êtes si jolis, c'est dommage pour les filles.
et qui estimait que si je répondais pas à sa lettre, j'étais un gougnafier. J'étais un goujat. Tu vois, c'est ceux qui étaient là la dernière fois. Il y en a 7. Vous avez vu, et donc, évidemment, quand on se retrouve dans cette configuration-là, on se dit, mais ça a servi à quoi, le cours de philo? Eh bien, ça a permis de comprendre que, effectivement, des choses qui paraissaient évidentes, dans le genre, les homosexuels sont des gens qui ont des problèmes, c'est des anormaux, etc. C'était pas franchement le cas. Et le temps passant, j'étais 20 ans prof, le cours cessait d'avoir sa raison d'être parce que c'était évident pour tout le monde que l'homosexualité était une sexualité comme d'autres. Donc je voyais les élèves changer. Je voyais pas les élèves changer parce qu'ils avaient toujours 20 ans, un peu plus ou un peu moins, mais c'est moi qui changeais. Eux ne changeaient pas. Mais en revanche, je voyais l'esprit de l'époque qui n'était plus du tout le même. Et ce que j'ai adoré être enseignant. J'ai adoré mes élèves, je n'en détestais aucun. J'ai détesté la relation pédagogique, je n'aimais pas beaucoup corriger des copies, j'aimais pas beaucoup les conseils de classe, des choses comme ça, mais je veux dire, la relation pédagogique, j'ai aimé ça. Et je me suis dit, bien, on s'aime, et puis après, ça pousse ou ça pousse pas. Et ce sont parfois des rencontres qui sont des occasions. J'ai dit combien des gens avaient été importants dans ma vie, comment ils m'avaient constitué, comment sans un certain nombre de personnes, je ne serais pas ce que je suis. Et il y a des moments donnés où c'est pas la personne qui compte, mais c'est la discipline qui importe. La philo, par exemple. Et quand je disais à mes élèves, à vous, et peut-être vous souvenez-vous, mais que la plupart du temps vous étiez là par défaut, c'est-à-dire on disait bon, on a envie d'être dans une section, dans un lycée classique. Puis dans le lycée classique, d'être plutôt dans les sections scientifiques. Puis si on n'est pas bon dans les sections scientifiques, on était dans la section littéraire, puis économique, puis etc., ou économique, ou littéraire, etc. Puis si on n'était pas bon dans le lycée privé, on allait, classique, je veux dire, on allait dans un lycée technique. Et puis là, etc. Et vous étiez destinés à être des vendeurs de voitures, des comptables ou des sténodactylos. Et je disais non, votre vie commence. Votre vie n'est pas finie. Ce n'est pas parce qu'on a décidé qu'avec un système comme ça que vous étiez déjà un petit peu sur la marge qu'il faut accepter ça. Et je faisais ça en permanence. Je disais en permanence. Je ne sais plus dans quelle section vous étiez. G1, G2, G3. G3. Eh bien, quand je disais, ou quand je disais par exemple en G2 pour les comptables, qui a décidé d'être comptable dans cette salle? Il y a 35 personnes et il y a 2 personnes qui lèvent la main. Tout le monde les regarde. Ah bon, tu veux être comptable, toi? Et qu'est-ce qu'il te prend? J'aime bien ça, la comptabilité, j'aime bien ça. Et les autres n'avaient pas envie d'être comptables. Ils étaient dans une classe de comptables. Et donc, ce qui m'intéressait dans la philo, c'est de dire, on remet tout à plat. Rien de ce qui vous paraît évident n'est évident. On reprend toutes les choses au début. Et là, des gens se braquaient. En disant, non, ils nous emmerdent à vouloir tout changer comme ça. C'est beaucoup plus simple de croire, justement, les illusions qui nous sécurisent, plutôt que d'être ébranlé dans nos certitudes et puis de se dire, qu'est-ce qui se passe, quoi. Puis il y a les gros costauds, les gros durs, qui faisaient des maths ostensiblement, en disant, moi, je fais des maths pendant le cours d'Onfray, j'ai pas de problème. Mais quand je lâchais une vanne ou deux, ils rigolaient. Je me disais, mais écoute, le devoir de maths sera pas bon. Parce que ils font semblant de me provoquer en disant je fais des maths, mais en même temps ils écoutaient tout ce qui... Mais ils voulaient pas donner l'impression qu'ils écoutaient. Donc j'ai toujours trouvé que quand on avait la chance d'avoir un public, comme vous, comme quand je fais des conférences ou comme avec les élèves, on a des devoirs. On n'a pas des droits, on a des devoirs. D'abord parce que j'étais fonctionnaire et que c'est un beau métier et qu'on est payé avec l'argent des gens, avec l'argent du contribuable. Eh bien, on a des devoirs parce on doit enseigner des choses. Il faut qu'on enseigne le programme. Le programme, c'était des notions, c'était des auteurs, c'était la dissertation. Vous vous souvenez probablement, sauf si vous avez séché ce cours-là, mais il y avait des cours de méthodologie de la dissertation, méthodologie du commentaire de texte. Je faisais mon travail en disant je suis payé pour ça. Mais payé pour faire le programme, je voulais aussi ajouter cette dimension à laquelle j'avais eu droit, moi, avec mon vieux prof de fac, qui était la dimension de l'initiation. Et à chaque fois que j'ai vu des élèves, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir témoigner et me foutre la honte, mais personne m'a dit que le cours de philo, c'était un clister, que c'était insupportable, que c'était pénible, qu'on s'ennuyait ou je sais pas quoi. Il m'est toujours revenu cette idée que soit on était passionné à l'époque, et on l'est resté, soit on ne l'était pas, mais on a compris qu'en ne l'étant pas, on avait eu tort, parce que le temps donnait raison à la philosophie, donnait raison au questionnement ou à l'interrogation philosophique. J'ai très bons souvenirs en fait, et ça se passait comme à l'heure actuelle, sous forme de débat. Et donc au passage, je vous remercie, parce qu'à l'époque, personnellement, vous m'avez ouvert l'esprit. Et du coup, vous nous aviez dit, je me souviens en début d'année, l'introduction, ça s'était passé simplement dans la discussion.
Et vous nous aviez dit, écoutez, on va pas aborder les notions normales et classiques, ça va vous emmerder, ça va m'emmerder aussi. Ça va se passer comme ça, mon cours. Et si dans l'année, il y a un inspecteur qui passe, je vous préviendrai, vous ferez comme un cours de philosophie normale. Genre, vous emmerdez, et voilà. Je confirme. À quoi j'ajoute que il m'est arrivé à plusieurs reprises de me faire inspecter et que je vous avais toujours dit on va faire un faux cours, on va faire semblant quoi. Et puis je faisais un faux cours. Et après le faux cours, on a toujours une rencontre avec l'inspecteur dans le bureau de la direction. Et j'ai eu toujours des bonnes notes et des choses sympathiques dites par les inspecteurs, etc. Mon premier mot était permettez-moi de vous dire que je ne fais jamais cours comme ça. Je le disais toujours. Et il me disait, ah oui, ah bon, pourquoi, etc. Mais j'ai dit, mais vous savez très bien que tout le monde fait semblant, que ça n'est pas possible quand on est un élève de classe technique à qui on a dit la culture, c'est pas fait pour toi, t'es un crétin, t'es un pauvre type, t'as rien compris, t'es là déclassé, etc. Mais moi, j'arrive et je vais vous faire lire Heidegger dans le texte. Je dis, ça ne marche pas. Donc, je fais quoi si je veux intéresser mes élèves ? Qu'est-ce que je fais si je veux vraiment qu'ils fassent de la philosophie tout de même? Et il me dit oui, c'est vrai, c'est un peu faible. J'ai vu des copies, je dis c'est pas faible, ils ne savent pas écrire, on leur a pas appris à écrire. Donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse à corriger des copies? Ça les ennuie, ça les fatigue. Ils ont fait 5 lignes, me disent ça y est monsieur, j'ai fini mon truc. Je dis mais non, il faut faire 4 pages. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? J'ai tout dit. Je dis qu'est-ce qu'on fait de la douleur et de la souffrance de ces élèves à qui on inflige un programme qu'ils ne peuvent pas respecter? Si je respecte au pied de la lettre, personne ne va faire de la philo, ils vont s'ennuyer, je vais m'ennuyer, on n'est pas là pour ça. Je dis moi, je fais un cours à partir des questions de mes élèves. Et c'était la méthode d'Alain. J'avais lu une biographie d'Alain, et Alain, les élèves il arrivait en cours, et les élèves avaient toujours écrit une question au tableau, il faisait son cours à partir de ça. Et je me suis toujours dit, je ferai ça. Et un jour, Alain rentre dans sa classe, et à l'époque, les inspecteurs ne disaient pas 3 semaines avant qu'ils arrivaient. Hein. Vous arriviez, paf, vous aviez l'inspecteur au fond de la classe, voilà quoi. Là maintenant, on dit bon, je serai là, j'appelle le syndicat, vous êtes sûr que... Alors on dit, est-ce que je pourrais pas avoir cette classe-là, faudrait m'enlever ces 3-là, et puis en temps normal, j'ai cette classe-là, mais j'arrive pas à la tenir, pourriez pas me filer la classe que j'ai avant, mais en enlevant ces 2-là, oui d'accord, pas de problème... Les gens préparaient pendant 20 heures un cours qui chiadait absolument, et puis tout le monde faisait semblant. Et je me suis dit, moi je vais construire mon cours comme ça. Et Alain avait écrit un jour, enfin il y avait un élève qui avait écrit une phrase, c'était « Les prostituées ont-elles des droits ?» Point d'interrogation. Et Alain rentre dans sa classe, paf, c'était la question, il y avait l'inspecteur. Il a fait le cours. Et je me suis dit, eh bien, j'aimerais bien être à la hauteur d'Alain. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y aura une question, hisser les élèves jusqu'à la philo. Je me souviens des questions, parfois, c'était pas forcément des questions philosophiques. Eh, vous avez vu, monsieur, Lady Di, elle est morte. C'était la question du jour. Alors, je dis, écoutez, je vous remercie pour cette question. Et je prenais le fait divers en disant, voilà ce qui s'est passé. Lady Di, la voiture, etc. Bon. Et je leur dis, on va réfléchir sur la question de la responsabilité. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'existentialisme. Ce que c'est que la liberté, l'autonomie, l'authenticité, le choix, est-ce qu'on a la liberté, etc. Dans cette situation, où sont les situations d'autonomie, d'authenticité, de choix, qui a le choix, etc., etc. Qui est responsable? Donc on réfléchissait sur la question de la liberté, sur la question du choix. À quoi j'ai ajouté des références à René Girard sur la question du sacrifice, du bouc émissaire. Et j'avais dit, voyez comment le bouc émissaire, ça fonctionne chez René Girard. Ici, on a des boucs émissaires. C'est le chauffeur. Il avait trop bu. Ce sont les paparazzi, ils suivaient la voiture. C'est les Didi, elle n'avait pas besoin de faire ceci ou de faire cela. Et puis regardez. Et après, quand vous avez choisi votre bouc émissaire, paf, vous le massacrez. Ça veut dire que les autres sont coupables de rien, responsables de tout. La responsabilité ne fonctionne jamais dans la logique du bouc émissaire, etc., etc. C'est-à-dire que la question qui m'était posée était évidemment a priori pas philosophique, sauf que quand je sortais et que j'avais consacré 1 heure, alors j'avais parlé de Sartre, de pas l'être et le néant, mais de l'existentialisme est un humanisme, de ce qu'était l'existentialisme et comment ça fonctionnait, de René Girard, du bouc émissaire, du sacrifice émissaire. Je renvoyais à un texte de l'Ancien Testament, et surtout j'avais permis de penser le réel. Ce fait divers, d'un seul coup, on le voyait autrement. On se disait ah oui, effectivement. Donc j'ai toujours fait ça avec toutes mes classes. C'est-à-dire que je ne suis jamais arrivé en ayant préparé
un cours en me disant aujourd'hui je leur parle de ça, mais je savais que dans l'année il fallait que je parle de plein de choses, qu'il fallait que je parle de l'impératif catégorique de Kant, que je parle du cogito de Descartes, que je parle de l'allégorie de la caverne, que je me dis à un moment donné il va falloir que je parle de ça. Et c'était à charge pour moi, à partir de la question qui m'était posée, d'intéresser mes élèves en disant mais c'est à moi de faire des efforts pour rendre ça agréable sans que ce soit de la concession du genre on bavarde sur l'actualité. Non, on avait du bavardage, de l'échange, mais il y avait des références, il y avait etc. Je confirme. Pardon? Je le confirme. Ben, vous êtes adorable. Je vous remercie. Merci de